Hi, everyone. My name is Wency Liang. I'm a health reporter at the Globe and Mail and moderator for today's conversation. It's my pleasure to welcome you to Perspectives on Brain Health in Chinese Communities in Canada, presented by Dementia Talks Canada. This talk is presented by the Alzheimer's Society of Canada in partnership with Brain Canada. You can find out more about both of these organizations in the chat. Before I jump into welcoming our panelists, we just need to go over a few housekeeping items. This session is being offered in English, Mandarin, Cantonese, and French. To select a language, you can click on the interpretation button at the bottom of your screen and then choose English, Mandarin, Cantonese, or French language. You'll also notice that poll questions will occasionally pop up on your screen throughout the session. The poll answers are to help us understand if we're meeting your needs, so please do provide your feedback. This talk is being recorded and it'll be made available on the Alzheimer's Society website and on its YouTube channel early next week. So lastly, this is a conversation. This chat is open and it's being moderated. So please do send your questions through the Q&A. That's the feature on your Zoom there. And we'll do our best to get your answers, or so get your questions answered. And any that aren't answered during this hour session will be followed up by email in the days to come. So please do provide your contact information with your question if you want a follow-up. I'm coming to you today from Toronto. This is land that is the traditional territory of many nations, including the Mississaugas of the Credit, the Anishinaabe, the Chippewa, the Haudenosaunee, and the Wendat peoples. And it's home now to many diverse First Nations, Inuit, and Métis peoples. I acknowledge that Toronto is covered by Treaty 13 with the Mississaugas of the Credit, and it is my privilege to be able to have the opportunity of being on this land. The Alzheimer's Society of Canada encourages you to learn more about Indigenous-led and co-led initiatives in dementia. And this includes, but is not limited to, the Native Women's Association of Canada's Dementia Toolkit, Anishinaabe Dementia Care, the Canadian Indigenous Cognitive Assessment, and dementia resources from the National Collaborating Centre for Indigenous Health, just to name a few. The websites of these organizations are now in the Zoom chat for you to use, to share, support, and learn from. And now it's my pleasure to introduce the panelists who are joining this conversation today, all of whom provide important perspectives on today's topic. First, let me welcome Dr. Roger Wong. He's the clinical professor in the Division of Geriatric Medicine in the University of British Columbia's Department of Medicine. And he's a consultant physician of the Geriatric Consultation Program at the Vancouver General Hospital. He's the Vice Dean, Education in the UBC Faculty of Medicine and has also been a popular TEDx speaker on how to keep elderly parents safe and in their homes longer. Next, we have Dr. San Ng, CEO of Yi Hong Centre for Geriatric Care. Yi Hong is one of Canada's largest culturally appropriate seniors care organizations, and it offers long-term care, home and community support services, palliative care, and an institute for social innovation in aging. Dr. Ng is passionate about supporting older adults, their caregivers, and loved ones to, in her quotes, live their lives to the fullest with independence, health, and dignity. And last but not least, we welcome Shirley Tam. She's the volunteer facilitator for Chinese-speaking caregiver support groups at the Alzheimer's Society of BC. Shirley's mother was diagnosed with Alzheimer's disease in 2018, and Shirley has been very involved in her care until she passed away in a nursing home a few months ago. Thank you all so much for joining us. And now it's my pleasure to begin our group discussion. Perhaps I can start with Shirley. Shirley, what do you think more people should know about brain health and dementia experiences in Chinese communities in Canada? Oh, I didn't expect to be the first one to answer this question. So I was prepared to make supplementary comments, but I feel there is still a lack of understanding and awareness of this disease in general, in both brain health as well as dementia.
The fact that dementia, even in the wider community, carries certain stigma is a well-known fact. And among the Chinese community, I think this is even more pronounced because Chinese oftentimes don't even. Donc, dans la communauté chinoise, les gens veulent savoir. Et s'il y a quoi à voir avec les troubles du cerveau, ils veulent véritablement être au courant. C'est intéressant. J'essaie de parler avec eux par expérience personnelle, d'un point de vue expert, pas nécessairement d'un point de vue expert, mais je sais que Dr. Wang et Dr. Léon pourra en parler plus longuement. Je sais qu'avant que ma mère avait de troubles neurocognitifs, je n'avais que 2 cas dans ma famille, des amis qui avaient des membres de la famille qui ont eu des troubles neurocognitifs. Dans mes 20 années de vivre ici, 2 cas. Puis, ma mère a été diagnostiquée, mais c'était moi qui avais commencé à parler de cela. Et puis, je dis, oh, en fait, il y a quelqu'un, hein, ma mère aussi a des troubles neurocognitifs. Mais ce problème n'existait vraiment jamais avant que je ne commençais à examiner cela. Alors, ça démontre un peu que dans la communauté, il y a une sorte d'hésitation à discuter de cela ouvertement. Donc, je vais laisser les choses comme cela. Et je suis sûr que les autres membres du panel pourront en parler plus longuement. Oui, merci. Roger, qu'est-ce que les gens ont besoin de savoir en plus sur les troubles neurocognitifs dans la communauté chinoise? Bien, merci beaucoup, Wency. Très heureux de me joindre à cette conversation aujourd'hui. C'est une conversation très importante qui est très appropriée. Et aussi, je veux reconnaître que je vous parle aujourd'hui de Vancouver, sur les territoires non cédés des Musqueam, Squamish et autres peuples autochtones. Et je sais que vous joignez à nous d'un océan à l'autre, donc je veux reconnaître les propriétaires traditionnels de ces terres ancestrales également. Alors, c'est un concept très important parce que même si nous parlons de la communauté chinoise et des expériences à travers le Canada, nous devons nous rappeler que il y a une grande diversité, en fait, parmi la population chinoise. Nous sommes tous très uniques, mais uniques de façon qui pourrait influencer la conversation que nous avons aujourd'hui. Alors, merci Shirley d'avoir partagé votre histoire et vos observations personnelles. Ça résonne en nous également. Nous savons que dans notre communauté, les différentes ethnicités chinoises, il semble y avoir non seulement un manque de compréhension des conditions quant à la santé cérébrale, les neurocognitifs, les soins neurocognitifs, ça inclut les types les plus communs de troubles neurocognitifs, mais aussi, et Shirley en a parlé, il y a aussi un sentiment, des valeurs, des attitudes qui mystifie toute la situation. Ça devient une prophétie qui se réalise. C'est un cercle vicieux, en fait, parce que, bon, ce n'est pas quelque chose d'agréable à parler. Si ça se produit dans la famille, eh bien, on va cacher cela. Ça va rester dans la famille. Et donc, cela donne des opportunités, mène à des opportunités manquées et de l'appui au niveau de la santé. Alors, donc, il y a plusieurs personnes qui vivent avec cette condition, je leur dis de comprendre que vous n'êtes pas seul. Et cela, en soi, est puissant comme phrase. Je dis, vous n'êtes pas seul parce que nous connaissons le nombre de personnes canadiennes vivant avec des troubles neurocognitifs augmente. Et donc, la Société d'Alzheimer du Canada a publié ce rapport en septembre dernier, intitulé The Landmark Study, qui examinait différentes formes d'Alzheimer, y compris des troubles neurocognitifs, où ils ont retracé plus de 600 000
personnes souffrant de cette maladie et dont une augmentation qui a triplé au cours des dernières années. Alors, ça représente d'énormes opportunités manquées de pouvoir avoir d'autres déterminants de la santé, que ce soit à cause de la langue, à cause de la culture, des facteurs socio-économiques. Mais en pratique, nous voyons toutes ces choses intersectées. Et cela est un peu la base de ce stigmatisme, des fausses croyances qui ont été créées. Alors, pour résumer, je crois que ce que nous devons faire beaucoup plus, c'est de faire la promotion de comment pouvons-nous rendre les gens plus conscients et enlever la stigmatisation. C'est là le travail essentiel que nous devons faire tout de suite. Merci beaucoup, Roger. Peut-être que, Sang-Yin, vous pouvez nous donner votre perspective. Oui, je suis bien d'accord avec ce que Shirley et le Dr. Wong ont mentionné. Je crois qu'on peut aller un peu plus loin même de dire que le trouble neurocognitif est une progression également. Alors, ce que l'on voit, c'est que souvent, quand les gens se tournent vers nous, que ce soit des clients de la communauté ou des aidants, ou même au niveau de soins de longue durée, c'est que cela a un impact si énorme que c'est un énorme défi d'offrir tout cet appui en même temps. Alors, c'est de reconnaître qu'il y a des choses qui pourraient changer parmi vos êtres aimés ou vous-même même, et d'aller de l'avant pour accéder à ces ressources. De ne pas avoir peur d'apprendre, de se renseigner sur cette condition. Ça pourrait ne pas être de trouble neurocognitif, mais comment est-ce qu'on peut normaliser cela? Cela pourrait aider, comme notre médecin pour un check-up annuel. Mais cela fait partie du vieillissement. C'est une maladie et il nous faut voir cela comme un aspect de la santé du bien-être. Ben oui, le santé du cerveau est importante et on veut aussi examiner tous les autres aspects de la vie de la personne, ce qu'ils ou elles aiment, ce dont ils ou elles ont besoin, des différentes perspectives également, en plus de la perspective physique. Et du point de vue de la famille aussi. Donc, qu'ils puissent profiter de leur vie à nouveau, le plus possible, peu importe à quel niveau de trouble neurocognitif ils se trouvent. Alors, du point de vue du modèle médical, oui, cela prend des développements là aussi. Hein, d'avoir un modèle approprié, axé sur la personne et sur la culture, et aussi en termes de normaliser et d'accepter la personne dans son entité entière tout au long de son cheminement. Alors, nous allons parler de comment les gens peuvent vivre leur meilleure vie avec les troubles cognitifs. On va en parler plus tard. Mais peut-être, Roger, on pourrait prendre cette prochaine question. Comment est-ce que votre travail, plusieurs années de recherche, de leadership dans ce domaine, a-t-il influencé votre vision de la santé du cerveau et des expériences de troubles neurocognitifs dans les communautés chinoises au Canada? Bien, merci pour cette question, parce que il y a beaucoup de travail, je crois, à travers le Canada, ici, et aussi à travers le monde. Il y a plusieurs chercheurs qui ont travaillé très fort pour comprendre différents aspects, d'offrir de meilleures formes de guérison pour les maladies qui tombent sous le nom de troubles neurocognitifs, pour essayer de trouver une solution. Mais nous n'y sommes pas encore à ce moment-ci. Il y a beaucoup de choses prometteuses en termes de choses qui ont été découvertes au fil des ans. Alors, on pense que oui, la recherche en troubles neurocognitifs, que l'on devrait essayer de trouver des façons de diagnostiquer de façon plus précoce, des diagnostics plus précis. Et puis, de côté de traitement, hein, tout le monde, évidemment, recherche la recette magique pour guérir l'Alzheimer ou les troubles neurocognitifs, ou du moins de ralentir la progression. Bon, dans chaque domaine, il y a beaucoup de recherches, non seulement dans l'espace médical, mais en termes de soins à offrir, de la qualité de l'espace de vie. Il y a beaucoup de travail qui se fait ici au Canada et à travers le monde. Alors, j'espère, ceci dit, que nous n'avons pas encore la guérison.
Et même s'il y a beaucoup de recherches sur comment appuyer les gens qui vivent avec cette condition, d'appuyer leurs êtres aimés, leurs partenaires, amis, familles, voisins, des communautés locales, et ce travail se fait ici et maintenant, et c'est très important. Pour moi-même, j'ai fait beaucoup de travail à essayer de comprendre comment nous avons fourni des services axés sur les personnes qui pourraient venir de différentes communautés et pour toute la population. Et la communauté chinoise en est un bon exemple. Comme j'ai mentionné auparavant, nous avons aussi différents déterminants de la santé qui s'intersectent et plusieurs choses se passent en même temps. Et alors qu'il est important d'offrir des services sensibles à la culture, mais comment surmonter l'obstacle de la langue? Ben, c'est là un départ, mais ce n'est pas toute la solution. Comment faire des choses qui seraient alignées avec les croyances, attitudes de gens qui vivent avec cette condition et aussi leur être aimés, leur famille et leurs aidants. On sait que les aidants sont très importants, qu'il y a beaucoup de soins offerts de cette façon-là. Hein? Parfois, on va parler de soins informels, mais tous ces soins demeurent informels. 26 heures par semaine de soins sont offerts à chaque Canadien qui vit avec les troubles neurocognitifs au Canada. C'est un travail à temps plein qui n'est pas rémunéré. Comment appuyer des familles et les êtres aimés? Hein, nous avons des réseaux, il y a aussi la Société d'Alzheimer du Canada, le programme First Link. Hein, premier maillon, First Link, c'est un nom approprié parce que c'est le premier contact avec ceux qui vivent avec cette maladie. Comment étendre ce service de façon culturelle et pour rejoindre une population diversifiée telle que, par exemple, la communauté chinoise. Alors, il y a beaucoup de travail qui se fait et finalement, plus récemment encore, plusieurs de mes étudiants et moi-même, nous avons étudié la possibilité de la thérapie par la musique pour appuyer ceux qui vivent avec Alzheimer et troubles neurocognitifs. S'il y a de l'intérêt, on peut en parler beaucoup plus quant à au pouvoir de la musique ou tout autre passe-temps qui serait peut-être important à des individus de maintenir en tête que la personne qui vit avec les troubles neurocognitifs est une personne, c'est important à appuyer cela. Alors, je crois que Shirley pourrait avoir quelque chose à ajouter sur ce sujet en termes de thérapie par la musique. Mais tout d'abord, me tourner vers deux personnes sur le sujet d'appuyer les aidants étant naturels. De par votre travail, pourriez-vous peut-être nous parler de la façon comment vous voyez ces soins offerts dans la communauté chinoise? Ben oui. Il y a l'Institut Hong a un grand programme de support, mais au cœur de cela, ce sont les membres de la famille. Oui, vous appuyez vos êtres aimés, mais aussi vous faites partie d'un cercle de soins intégral et donc quand vous offrez de tels soins, quand les gens viennent à notre programme de jour, concentré sur les troubles neurocognitifs, on enseigne aussi. On offre des cours ou de la formation pour ceux qui offrent leur appui des aidants naturels et qui, nous avons un programme de jour aussi, nous avons essayé différentes technologies, que ce soit la réalité virtuelle ou intervention par le jeu, une chose que nous avons développée avec l'aide de l'Université de Toronto. Enfin, tous ces outils et technologies peuvent aussi être effectués à la maison lorsque cette personne est là avec ses êtres aimés. Et donc, il y a absolument des approches intégrales quant à la façon de prodiguer nos soins et services à Yihong et puis toujours à développer nos capacités. Et les gens nous disent de ce dont ils ont besoin. Bon, de quoi avez-vous besoin? Quels sont vos besoins? Mais vraiment, nous voulons, suite à ce que Roger
et Shirley ont dit, il y a un sentiment profond d'échec, de honte, dans le sens que je ne peux pas en faire assez ou en faire plus, ou que ce soit de pouvoir aider plus de 26 heures. Alors, comme on l'a dit, d'être là avec ceux qui offrent ces soins en termes d'aidants, c'est tout un cheminement et cela nous aide à comprendre les besoins des personnes, des aidants et aussi de voir comment appuyer ces aidants-là pour qu'ils puissent appuyer ceux qui souffrent de cette maladie. Alors, et nous avons aidé à reconnaître et appuyer cette communauté d'aidants naturels, de leur donner ce financement, cet appui aussi, parce que ce n'est pas informel, c'est très réel. Ça l'a toujours été, mais ça n'a pas toujours été reconnu. Alors, dans tout ce que nous faisons, nous devons inclure les aidants au centre que nous dirigeons. Alors oui, pour mieux comprendre, parce que dans d'autres conversations, vous avez mentionné qu'il y a cet élément de sacrifice de soi. Vous avez mentionné cette idée de culpabilité. Pouvez-vous nous parler un peu plus de cela? Ben, ce sentiment que parce que nous sommes une culture axée sur la famille, nous accordons beaucoup de valeur et de respect à nos aînés, à la famille, et bon, tout cela. Il y a beaucoup de culpabilité à se dire, je n'en fais pas assez pour ma famille, mes parents, ma famille en général. Et c'est, je crois, le sentiment qu'il nous faut se sacrifier le plus possible pour aider nos êtres aimés. Mais en même temps, nous ne prenons pas soin de nous-mêmes et nous sommes en situation de burn-out. Alors, nous vivons également des défis hein, et de déclin personnel peut-être aussi. Alors, c'est ce sentiment d'avoir à se préoccuper aussi de soi-même pour que l'on puisse s'occuper d'autres. Et ça, il faut ramener ce sentiment que ce n'est pas égoïste de se prendre soin de soi pour pouvoir prendre soin d'autres. Il faut prendre soin de soi également. Et je crois que ça, c'est un véritable défi pour bien des gens, hein, puisque oui, c'est difficile. Les gens voient que leurs êtres humains ne sont plus ce qu'ils étaient avant, mais en même temps, vous en demandez de plus en plus de vous-même. Et c'est un cycle qui est en déclin parce que cette dynamique par laquelle vous ne pouvez pas aider vos êtres aimés autant qu'auparavant, parce que vous-même devenez en moins bonne santé physiquement, mentalement. Alors, nous devons développer cet aspect d'enlever ce sentiment de honte et de culpabilité pour ceux qui aident les autres. Donc, de prendre du temps de répit et d'avoir une qualité de vie et d'aller chercher de l'appui également. Vous n'êtes pas obligé de tout faire seul. Vous avez le droit de vous occuper de vous-même. Et ça, c'est quelque chose qui est très profond dans notre culture et il nous faut aider les gens à reconnaître cela, à y réfléchir, mais à chercher de l'aide pour eux-mêmes et elles-mêmes également. Merci beaucoup. Shirley, à vous. Roger avait parlé des recherches qui sont en train, mais sans vraiment solution magique encore. Donc, l'idée est d'aider les gens à vivre du mieux possible. Selon votre expérience en tant qu'aide de telle personne, quel impact est-ce que cela a eu? Oui, je voudrais en parler, mais avant de parler de ça, je voudrais répondre d'abord parce que Dr. Sanning a dit, parce que oui, nous devons avoir plus d'appui de programmes pour les aidants. Et je sais que cela est disponible jusqu'à un certain point sur la côte ouest, mais j'ai remarqué que j'ai le privilège, bien sûr, de parler à bien plusieurs aidants et moi-même ayant été un aidant naturel. Et j'ai pu voir le burn-out qui est associé, que l'on retrouve parmi ces aidants. Et je crois que nous avons soulevé l'enjeu de la tradition d'une culture axée sur la famille, où les enfants ont une obligation de s'occuper des personnes aînées et de les garder à la maison le plus longtemps possible, tout faire pour ces aînés et eux-mêmes n'ont plus de vie et souffrent éventuellement de burn-out. Alors, nous ne parlons pas de
simplement de les nourrir, de les habiller, mais il y a tellement de personnes qui sont à des étapes finales de troubles neurocognitifs. Donc, de surveiller chaque action, chaque geste. Ils pourraient mettre feu à la maison, ne pas prendre de médicaments ou prendre trop de médicaments. Enfin, il y a beaucoup de stress sur leurs épaules, à ces aidants. Et je crois que c'est quelque chose que j'aimerais voir. Un plus grand appui pour ces personnes. Et l'autre chose que j'ai mentionnée, c'est que probablement que nous allons voir cela beaucoup plus. Il y a plus de personnes qui viennent de Chine. Hein? Il y a en Chine la politique d'un seul enfant, donc de moins en moins d'enfants pour s'occuper des personnes âgées. Et à cause de cette honte, ils ne peuvent pas partager, en parler à d'autres, et il n'y a pas d'appui. Et en tant qu'immigrants, leur réseau social est encore plus faible que les Canadiens. Alors, tout cela mis ensemble, ça veut dire que le burn-out des aidants est un problème aigu. Et puis, problème de la langue, que nous reconnaissons tous. Hein? Alors, pour en revenir à votre question sur comment nous pouvons appuyer les aidants à appuyer nos êtres aimés, bien, une des choses que j'ai remarquées pour nos familles chinoises, c'est qu'il y a une concentration, comme mentionné déjà, sur comment trouver un médicament, quelque chose pour arrêter la maladie, mais que des interventions non pharmaceutiques ne font pas partie de leur vocabulaire. Ils ne pensent pas à d'autres choses qu'ils pourraient faire. Il y en a d'autres choses qui pourraient être utilisées pour améliorer et pour donner une qualité de vie à les personnes avec des troubles neurocognitifs. Mais les aidants, tout ce qu'ils veulent, c'est de s'assurer que ces personnes ne causent pas de troubles, qu'ils soient en sécurité. Mais et beaucoup de patients avec troubles neurocognitifs sont sous-stimulés, hein, dans la société, la communauté chinoise, parce que oui, ces personnes sont en sécurité, ne causent pas de troubles, et n'ont pas de problème, ne causent pas de problème de sécurité, mais il n'y a vraiment rien pour leur donner une qualité de vie. Et donc, en-delà de cette thérapie de base, j'ai découvert de par ma mère, et j'ai découvert que ma mère aimait chanter. Et donc, quand j'allais voir ma mère tous les jours, j'allais la voir et je chantais avec elle. Et en fait, c'était gênant parce que ma mère chantait à un tel point qu'elle chantait à tue-tête n'importe où, dans la salle à manger, dans les couloirs. Mais elle était heureuse. Alors, je me disais, pourquoi est-ce que je n'encourage pas cette activité? Et j'ai remarqué qu'elle s'est épanouie avec cela. Alors, c'est non seulement ce que j'ai pu apprendre en aidant ma mère ou en écoutant des vidéos. YouTube est magnifique hein, pour cela. Et c'est l'autre chose tout aussi, c'est que les personnes d'origine chinoise ont aussi des préférences en dépit des meilleurs soins de la musique offerte. Mais si dans ces centres, on offre de la musique d'Elvis Presley, ça résonne pas vraiment. Alors, de leur donner le choix, de jouer des jeux qu'ils connaissent et de la musique qui leur est familière. On sous-estime le pouvoir de cela. Ça ne coûte rien, vraiment. Hein? J'ai ce jeu à la ballon que ma mère adorait, simplement, avec un ballon, hein, de frapper le ballon, bon, pas difficile, mais j'ai pu voir tous les résidents éventuellement venir se joindre à nous, et voilà. Oui, allez-y. Eh bien, je veux simplement mettre de l'avant ces idées. Voilà. Roger, voulez-vous ajouter quelque chose à cela? Mais oui, absolument. Merci beaucoup, Shirley, d'avoir partagé. Et ce dont nous parlons, je crois, c'est que pour chaque personne qui vit
avec les troubles neurocognitifs, avec toute forme, en fait, d'Alzheimer. Et nous devons comprendre chaque personne comme individu. Qu'est-ce qu'ils aiment? Peut-être qu'ils aiment la photographie, de regarder de vieilles photos du passé, que ce soit sur une tablette ou un album photo. Ça aide à ouvrir des conversations pour avoir une interaction avec la personne. Et ça, là, ça fait partie des soins que l'on peut prodiguer, d'être partenaire dans ce sens pour ajuster une approche qui va vraiment ajouter du plaisir et de l'épanouissement suite à notre amour, notre compassion à cette personne. Ça peut être de la musique, ça peut être des photos, ça peut être un livre. J'ai rencontré plusieurs personnes qui vivent avec des troubles neurocognitifs et où la famille me dit que oui, ils adorent lire, mais ce qu'ils font, c'est toujours le même livre et la même page. Page numéro 1, à maintes et maintes reprises. C'est correct. Elles aiment ces personnes chanter, hein. Peut-être qu'elles ne connaissent que les premières 2 minutes d'un opéra chinois ou d'une chanson. C'est correct. C'est correct. Le dialecte, la langue, s'il y a une façon d'ajuster, de personnaliser ces interactions, c'est magnifique parce que tout ce qui est significatif pour la personne avec des troubles neurocognitifs va vraiment être un outil puissant pour nous de pouvoir faire en sorte que la personne et que il y ait cet aspect de divertissement, d'épanouissement. On sait que les personnes avec troubles neurocognitifs, que les anciens souvenirs sont encore plus ou moins intacts. Et la dernière chose que je voudrais ajouter, c'est de ne pas sous-estimer le pouvoir des interventions intergénérationnelles. On en a entendu parler lorsqu'il y a des bébés dans le groupe. On sait qu'en utilisant de la musique ou d'avoir des bébés autour des personnes avec même des problèmes psychologiques ou comportementaux avec des troubles neurocognitifs, qu'ils pourraient être plus calmes. Et en fait, il y a des données qui suggèrent que les médicaments qui sont requis pour les aider à gérer ces médicaments peuvent être réduits suite à ces approches non médicinales. Alors que clairement, la sécurité est importante. On doit s'assurer que tout le monde soit en sécurité d'abord. Mais ces approches non médicinales peuvent être très utiles maintenant. Et la dernière chose que je dirais, c'est que pour les personnes d'origine chinoise qui ont cette condition, comment est-ce que l'on peut de façon systématique inclure dans dans le service que nous offrons ces approches-là. Ça existe à travers le pays, mais ce sont des poches isolées. Comment est-ce qu'on peut étendre cela à travers le pays? Et c'est quelque chose qu'il nous faut vraiment mettre de l'avant et de faire en sorte que nos décideurs politiques comprennent ces facteurs. Oui, on va parler des politiques dans un instant, mais je voulais prendre cette occasion aussi de répondre à ce dont Shirley et Roger parlent plutôt, de se connecter avec les personnes avec des troubles neurocognitifs. Dr. Sanning, oui, certainement. Comme Roger et Shirley ont dit, chaque personne est différente, même si elle pourrait être d'origine chinoise au Canada. Et on sait que les souvenirs de long terme sont encore présents dans bien des cas, donc de voir quels seraient ces souvenirs pour les personnes, que ce soit des aliments, de la musique, de l'art, enfin, d'autres événements culturels. C'est très utile pour s'assurer que la personne est accès à ses souvenirs. Et c'est aussi par la famille, les intervenants et les aidants intergénérationnels d'apprendre. C'est bon aussi pour la famille de se rappeler que cette personne pouvait avoir aimé dans sa vie. Et puis, l'Alzheimer et les troubles cognitifs sont perçus comme une maladie avec un déclin. Mais on veut que la personne
soit plus détendu et qu'ils puissent tirer parti de ce qu'il leur reste de leurs souvenirs, de leur engagement et de bâtir là-dessus. Et cela pourrait aider à diminuer le déclin et à les appuyer. Alors, je peux vous donner quelques exemples, si c'est utile, Wency, rapidement. C'est un de... Enfin, il y a deux de mes collègues qui m'ont aidé dans ma préparation ici aujourd'hui. Il y en a un d'entre eux qui, en grandissant, la mère qui préparait tous les repas. Alors, tout était prêt quand il revenait de l'école, etc. Mais ces troubles neurocognitifs sont si avancés qu'elle ne peut plus cuisiner, ce n'est pas sécuritaire. Même physiquement, elle ne peut plus le faire. Mais il a appris de par un des programmes que l'on peut impliquer encore cette personne. Alors, il a tout préparé pour sa mère, il a préparé, il a lavé le riz, les légumes, il a préparé tous les ingrédients, il a mis la table, et tous les jours, il disait, maman, je sais que tu veux nous faire à manger. Alors, elle va au cuiseur de riz, elle met le riz, et ce petit geste a fait en sorte qu'elle se sentait humaine, elle se sentait encore une mère et qu'elle pouvait s'occuper de son fils et offrir un repas à sa famille. C'est devenu ce seul geste d'ajouter le riz dans la cuiseuse, c'était important. Alors, ce genre-là, ce n'est pas vraiment quelque chose d'extraordinaire, c'est peut-être très simple, hein, qui est orienté vers un engagement et qui redonne à la personne lui redonne son individualité, sa créativité. Et ça peut être très différent pour chaque personne. Merci beaucoup, Sam. Alors, je veux aller un peu du micro au macro. Roger, vous avez déjà parlé de cela, mais sur la question de politique, qu'est-ce que les gouvernements et les autres intervenants pourraient faire pour améliorer la santé du cerveau et les expériences de troubles neurocognitifs dans les communautés chinoises au Canada? Bien, je crois, Wency, une des choses que j'aide les gens à essayer de comprendre, c'est au niveau des gouvernements, au niveau provincial, territorial et fédéral. Je leur parle de l'urgence d'agir tout de suite en termes d'appuyer des personnes vivant avec les troubles neurocognitifs et leurs aidants. Des soins pour personnes avec troubles neurocognitifs, ce sont de bons soins. Nous avons des plans stratégiques, nous avons un document sur la stratégie qui ont été développés, mais comment mettre en œuvre, comment mettre ces recommandations en action et de mettre en œuvre de façon sensible et qui appuie les individus qui vivent avec la condition ainsi que leurs aidants, mais de s'assurer aussi que ce soit durable. C'est pas seulement une fois et c'est tout. Alors, ça prend de la coordination, ça demande une compréhension de la vue d'ensemble. Et la Société Alzheimer du Canada, plusieurs collègues ont fait beaucoup de travail à essayer de continuer d'aider les personnes qui sont des décideurs de politique, qui passent les lois, etc., de faire en sorte qu'ils comprennent que ça prend des gens, des champions, des gens qui nous aideraient. Alors, comment on peut aider ces aidants qui vivent avec des personnes avec troubles neurocognitifs? Comment leur donner les connaissances qui se traduit, qui est basé sur les données probantes, la recherche, non seulement les recherches médicales, mais les recherches sur la qualité de vie. La Société d'Alzheimer du Canada et les différents programmes, les ARSRP, c'est un programme national qui finance les chercheurs à travers le Canada dans ces deux grands domaines de la recherche, vie médicale et qualité de vie. Et en ce faisant, comment est-ce que nous ajoutons la sensibilité culturelle? Vous voyez, recherche, services qui sont pertinents aux besoins d'une population diversifiée, y compris les communautés chinoises. Alors, ceci est un travail qui se fait au niveau national et avec la Société d'Alzheimer du Canada en partenariat avec les partenaires fédéraux. La Société d'Alzheimer est dans chaque province et territoire au Canada et nous sommes partenaires avec cela.
Alors, nous entendons du doctoring l'importance et le pouvoir de services, d'organisation sociale, de travail communautaire au niveau et Liang est un bon exemple du travail qui se fait en Ontario, en Colombie-Britannique. Avec succès, il y a plusieurs exemples. Donc, des partenariats avec des communautés locales, des organismes locaux dans les communautés, c'est important. Et puis, les derniers exemples que je peux donner, nous avons entendu parler de la surveillance de voisinage, bon, où les voisins gardent un œil ouvert sur ce qui se passe. Oui, c'est quelque chose que j'essaie de partager avec bien des gens parce que ces groupes parlent d'appui, peuvent aussi aider les personnes qui vivent avec des troubles neurocognitifs et leurs aidants. Et les besoins, les voisins doivent être un espace sécuritaire et afin de pouvoir voir ces petites choses qui pourraient rendre la vie plus facile pour des gens qui vivent avec des troubles neurocognitifs et leurs aidants. Nous savons que les personnes avec Alzheimer et troubles neurocognitifs, elles sont à de plus haut risque de chute accidentelle. Alors, on veut s'assurer que le paysagement soit égal, plat, que les feux de circulation, les intersections soient sécuritaires. C'est non seulement bon pour les personnes avec troubles neurocognitifs, mais pour tout le monde. Alors, les soins aux personnes avec troubles neurocognitifs, c'est du soin à la communauté en général. Alors, oui, docteur Ng, oui, vous m'enlevez les mots de la bouche, certainement. Au niveau de la communauté, il nous faut comprendre qui sont nos citoyens canadiens, hein, la population vieillissante, la proportion, et comment cela affecte chaque aspect de notre paysagement, hein, que ce soit développement urbain et tout cela à l'appui de notre population en général également. Alors, du point de vue fédéral, provincial, territorial et municipal également, les gouvernements, oui, doivent travailler ensemble. Différents gouvernements se concentrent sur différentes choses, bien sûr, mais au niveau fédéral, choses pour lesquelles je fais de la représentation, pour donner des crédits d'impôt, par exemple, à l'appui des aidants pour qu'ils puissent participer à des programmes de répit, pour qu'ils puissent avoir l'occasion d'avoir un peu de financement pour le faire. Au niveau provincial, oui, bien sûr, il nous faut travailler dans nos provinces avec les services sociaux, mais nous devons aussi partager le transfert de connaissances, les échanges entre provinces, hein, un peu comme nous faisons aujourd'hui, et c'est une bonne chose. Alors, je crois qu'au niveau municipal, nous devons vraiment mieux comprendre comment nous appuyons les choses telles que l'hébergement et puis aussi les soins à domicile et s'assurer que les gens aient cet appui également. Alors, des investissements différents, on ne peut pas continuer d'en faire de plus en plus avec de moins en moins, ça prend de la recherche, de la technologie, des investissements dans nos pratiques et nos programmes et je crois que des efforts coordonnés à travers les différents niveaux de gouvernement et à travers le Canada sont essentiels pour qu'on tire profit de ce qui est disponible. Il y a bien des choses déjà disponibles au Canada, hein, mais nous devons faire ressortir cela et communiquer cela au niveau des personnes qui en ont le plus besoin, c'est-à-dire les aidants et ceux qui vivent avec des troubles neurocognitifs. Oui, je vais m'assurer d'avoir suffisamment de temps pour des questions, mais Shirley, bien, je ne pense pas pouvoir ajouter grand-chose à ce que Dr. Wang et Ng ont dit, mais si l'on regarde les désirs des aidants, oui, j'aimerais que la famille ait plus d'aide. Du moment où il y a un diagnostic, pour qu'ils ne soient pas laissés à eux-mêmes, à elles-mêmes. Hein. Et surtout quand il y a des problèmes linguistiques, quand vous avez un diagnostic de diabète, bon, OK, vous allez à une clinique, il y a un suivi, il y a une approche systématique dans les soins offerts à ce niveau-là. Mais avec les troubles neurocognitifs, ça n'existe pas. La prochaine étape, c'est d'aller dans des centres de soins de longue durée. Alors, donc, il faut assurer une continuité de soins.
du moment où le diagnostic est posé à d'autres façons d'appuyer non seulement les patients, mais aussi les aidants. Alors, de réunir toutes les ressources ensemble pour créer une organisation autour de ces familles. Et je viens bien sûr du point de vue des aidants, de dire voici ma liste de souhaits. J'aimerais avoir une continuité de soins et voir du travail avec d'équipe et non pas laisser à souffrir en isolement et en silence. Alors, merci pour cette discussion super intéressante. Je vais maintenant remettre cela aux questions et réponses. Je vais choisir une question dans la boîte. Simplement pour rappeler que si vous posez une question et vous ne pouvez pas, qu'on ne peut pas y répondre directement, que le Alzheimer Canada fera un suivi si vous fournissez vos noms à vos questions, si vous voulez bien sûr vos informations, si vous voulez une réponse à vos questions. Alors, alors cette question, j'ai lu que de dormir longtemps pendant la journée pourrait augmenter le risque ou empirer la situation de personnes avec des troubles neurocognitifs. Mon mari prend de longues siestes. Roger, peut-être vous pourrez y répondre? Oui, absolument. Vous savez, c'est une question que l'on entend souvent au niveau clinique. Alors, laissez-moi dire tout d'abord qu'alors qu'il pourrait y avoir... oui, merci de vos observations sur cette question. Mais ce que l'on voit, c'est que, à savoir s'il y a une relation, une association entre les patterns de sommeil et les troubles neurocognitifs, c'est très individualisé. Il y a beaucoup de variations. Mais je dirais qu'en général, nous savons que il y a généralement une relation entre dormir excessivement le jour et le développement d'Alzheimer et de troubles neurocognitifs plus tard. Mais la réponse n'est pas tout à fait exacte. Ce que nous pouvons voir peut-être, ce sont les effets d'une inversion du jour et de la nuit, un changement de l'horloge biologique corporelle où les gens maintenant sont éveillés la nuit et dorment plus le jour. Alors, peut-être que il y avait déjà des troubles neurocognitifs qui avaient commencé, mais quand ça devient plus visible, ou on craint beaucoup plus quand la personne dort le jour. Alors, deux choses à dire. Sans voir la personne, on ne peut pas donner de conseils précis, mais il y a deux éléments. D'abord, nous essayons d'avoir une compréhension en termes de cet équilibre entre le sommeil de nuit et les siestes de jour. Alors, y a-t-il une raison pour laquelle les gens ne peuvent pas bien dormir la nuit de façon continue? Par exemple, est-ce que ça a à voir avec le fait que la personne pourrait avoir besoin de se réveiller et d'aller à la toilette souvent? Donc, uriner la nuit, c'est une raison assez courante. Y a-t-il quelque chose à faire pour changer cela? Et puis l'autre aspect est comment est-ce qu'on peut aider le jour, la personne à s'éveiller le jour, peut-être avec plus de socialisation, de l'exercice, activité de groupe. Et puis là, essayer de voir si la personne va moins dormir pendant le jour et mieux dormir la nuit. Merci beaucoup, Roger. J'ai cette autre question. Avez-vous des recommandations sur comment nous pouvons aider les communautés chinoises que les troubles neurocognitifs ne sont pas quelque chose dont on doit avoir honte pour que ces aidants... voilà, OK. On va essayer cela. Tout d'abord, une première partie de cette question. Docteur Samin, pouvez-vous répondre comment est-ce qu'on peut aider les communautés chinoises à comprendre que ce n'est pas une question de honte? Eh bien, je crois que c'est d'en parler dans les communautés, dans les différents groupes, non, de ne pas se sentir seul, que vous devez tout faire vous-même et tout surmonter vous-même. Et je crois qu'une fois que les gens ont cet appui d'aidants, que
que d'autres, ils comprennent que d'autres peuvent avoir les mêmes défis et ces sentiments, et donc que ces personnes peuvent travailler ensemble pour trouver des solutions. C'est là où on devient plus fort. Et je crois qu'en comprenant que ceci est une expérience que l'on voit dans bien des groupes et de pouvoir accéder à ce support. Hein? Et la meilleure façon, c'est le bouche à oreille. Hein? Shirley peut aller parler à notre famille, à notre aidant naturel. Et, seule Shirley, par son expérience, peut comprendre et peut en parler et aider d'autres autour à travers le pays même. Et d'en parler d'un point de vue culturel et de façon qui est appropriée du point de vue culturel, non seulement pour les groupes, communautés chinoises, mais d'autres communautés, d'autres euh, groupes d'immigrants. Bon. Donc, comment surmonter ces sentiments culturels de honte, de culpabilité. On doit apprendre les uns des autres. Et il y a beaucoup d'appuis, de vidéos et de choses comme ça, mais je crois que c'est de partager des expériences réelles et d'apprendre les uns des autres qui nous aidera de comprendre ce qui nous est utile et ce que nous pourrions faire. Merci beaucoup. C'est une question pour tous les membres du panel, mais peut-être que Shirley pourrait commencer. Qu'est-ce que vous aimeriez que les chercheurs comme Roger pourraient prendre en considération en faisant de la recherche? Comment les groupes culturels vivent ces expériences à vivre avec les troubles neurocognitifs? Ben, j'aimerais en voir plus de recherches spécifiques à la culture asiatique. Mais, à première vue, c'est difficile à trouver, mais je crois qu'il y a de l'intérêt là-dedans et je sais, par exemple, qu'il y a beaucoup d'emphase sur le rôle de la créativité pour aider les patients avec troubles neurocognitifs. Mais à quoi ressemblerait ce contexte dans un environnement de communauté chinoise? Hein? Alors, peut-être jouer au mahjong, je ne sais pas, mais est-ce qu'il y a de la recherche autour de ces éléments? Je crois qu'on a besoin de recherches qui seraient plus spécifiques. Et aussi, comme ça, la première réflexion, même ces outils de diagnostic, est-ce que ce sont des outils appropriés culturellement? Je sais, quand ma mère allait voir le docteur Wang, elle modifiait ces outils un peu. C'est magnifique, mais est-ce que c'est fait ailleurs? Alors ça aussi, là, démontre un respect à plusieurs publics, mais pas nécessairement que l'on retrouve dans les communautés chinoises. Alors, merci beaucoup. Nous aurons peut-être le temps, Roger, de répondre à cela également, puis nous aurons terminé. Roger? Oui, nous devons nous rappeler que la recherche, c'est une question de soins. Mais la recherche, c'est un continuum sur différents soins. Et donc, la partie la plus importante pour moi, essayer de répondre par la recherche, doit être la question soulevée par les gens qui vivent avec les troubles neurocognitifs et leurs partenaires aidants. Alors, merci Shirley d'avoir partagé cela, mais du point de vue de la population chinoise, une des choses qui seraient les questions les plus posées par les gens qui ont le trouble neurocognitif et leurs aidants, revient à deux éléments. D'abord, est-ce que je vais l'attraper? Est-ce que je vais le développer, cette maladie? Et puis, ça adresse à ce genre d'aspects, de composantes héréditaires des troubles neurocognitifs. Il y a différents types, bon, de troubles neurocognitifs, mais aussi de comprendre que dans les différentes populations, est-ce que cela retombe dans des sous-groupes tels que les personnes dans les communautés chinoises? On n'a pas vraiment examiné toutes ces possibilités. Alors, donc, cela revient à si des gens ont développer ces troubles neurocognitifs, est-ce qu'on doit en parler et afin de mieux expliquer à quoi ressemblera ce cheminement.
Je ne parle pas du cheminement biologique, mais de l'expérience du vécu dans la population chinoise. Alors, j'ai travaillé pendant plusieurs années dans les communautés chinoises. Je dirais que la réponse est oui, que c'est un cheminement unique pour chaque personne, mais unique au sein de la communauté chinoise même ou des différentes communautés. Une fois qu'on comprend les différences, qu'allons-nous faire à ce sujet? Parce qu'en tant que communauté, en tant que société, en tant que communauté chinoise, comme ça m'a dit, quel processus, quelle politique pouvons-nous mettre en place pour appuyer ces gens? Ce sont là les deux questions. Une, c'est donc médical, l'autre, c'est plus la qualité de vie et l'expérience vécue. Ce sont des questions importantes et c'est là où la recherche peut être utile. Alors, merci beaucoup et merci à tout le monde. On en arrive presque à la fin. Merci à l'équipe de Dementia Talks Canada, à l'équipe, qui fera un suivi dans les prochains jours auprès des personnes qui ont posé des questions auxquelles nous n'avons pas pu répondre au cours de cette séance en direct. Merci encore une fois aux panélistes, aux téléspectateurs d'avoir participé à la discussion d'aujourd'hui. Sachez que l'enregistrement de cette séance sera affiché sur la chaîne YouTube de la Société Alzheimer du Canada dans les prochains jours et sur le site alzheimer.ca/conférence. Alors, si vous avez des commentaires sur cet événement ou des questions, envoyez-les à publication@alzheimer.ca. Merci de vous être joints à nous et passez une excellente journée.